please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le président, à nouveau, bonjour. Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Et sans plus tarder, monsieur le procureur, vous avez la parole. Mais je vous rappelle à nouveau que vous ne devez pas poser de questions aux témoins qui tendent à obtenir une interprétation de sa part. Ce qui s'est dit entre un politique et un journaliste, ce n'est pas à lui d'interpréter ce que les politiques ont pu dire. Understood. Vous avez la parole, monsieur Darmidjan. J'ai bien compris, monsieur le président. Nguessan. Merci. Alors avant la pause, nous avons vu cette entrevue avec le ministre de l'Intérieur. Alors je reviens sur les termes qu'il a utilisés, les rebelles du RHDP. Est-ce que vous pouvez dire, toi, qu'est-ce qu'un rebelle du RHDP, à votre connaissance? Il n'y a pas de rebelle du RHDP. Vers la fin de l'entrevue, il parle de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, comme je vous dis, c'était le 16 décembre, cette entrevue. Nous savons que le 16 décembre, il y avait une marche du RHDP. Et le ministre de l'Intérieur indique que pour ce qui s'est passé aujourd'hui... attendez, je commence dès le début de sa réponse. J'espère que la sagesse va habiter nos amis du RHDP. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, leur servent de leçon, parce que ces 20 personnes qui sont mortes, on aurait pu l'éviter. Alors, au sein du RHDP, tout d'abord, est-ce que vous avez reçu une communication quelconque du régime de Laurent Gbagbo suite à cette marche? Je voudrais, pour rester dans les faits, Oui. qu'on retrace la chronologie des faits. Peut-être que cela va nous être très utile et éviter que je fasse des commentaires. 1. L'élection présidentielle se déroule sans problème. 2. La commission électorale proclame Alassane Ouattara élu. 3. M. Gbagbo tente un hold-up électoral et se fait déclarer vainqueur du Golfe. 4. Alassane Ouattara forme un gouvernement et nomme Soro Guillaume Premier ministre. 5. Un décret est pris pour créer les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ce sont des faits. 6. Devant le refus de M. Gbagbo de reconnaître la victoire de M. Alassane Ouattara, plusieurs médiations sont entreprises. Ce sont des faits. Soro Guillaume décide alors de prendre ses responsabilités pour prendre possession de la RTI. Malgré... Excuse me. Le président, un instant, je vous prie, monsieur le témoin. Permettez-moi de vous interrompre à ce stade. Je vois que Maître Ndri s'est levé. Monsieur le témoin, nous ne sommes pas dans un forum politique. Nous sommes dans une cour. Vous êtes un témoin. Vous n'avez pas besoin de proclamer quoi que ce soit. Nous savons un certain nombre de choses. Dites-nous simplement ce que vous avez vu en tant que témoin, ce que vous avez ressenti. Ne nous parlez pas de ce qui s'est passé dans le contexte global de la Côte d'Ivoire. Alors, je vous invite vivement à vous en tenir aux questions et à répondre en conséquence. Sans faire d'affirmations. Maître Rocher, oui, monsieur le président, je voudrais ajouter ceci. J'ai constaté que le témoin était en train de lire un document. Le président, non, je sais, c'est qu'il a pris des notes. Il a pris des notes pour lui-même. Maître Rocher, oui, je vois. Le président, voilà, nous veillons au grain. C'est bien cela, vous avez noté, vous avez pris des notes vous-même, j'ai vu cela, oui. Monsieur Darmidjan, monsieur le président, par excès de zèle, j'ai fait l'impasse sur les événements mentionnés par le témoin, mais le témoin arrivait justement à la réponse. Je lui redemanderai de répondre à la question précise que je lui ai posée. Le président, allez-y. Concernant l'élément filmé que vous nous avez présenté, justement, c'est parce que M. Soro Guillaume a décidé de prendre ses responsabilités en prenant la RTI qu'il y a eu ce massacre de 20 personnes.
Et alors, vis-à-vis le commentaire du ministre de l'Intérieur qui dit que pour ce qui s'est passé aujourd'hui, leur servent de leçon. Alors ma question est de savoir, est-ce qu'il y avait un échange entre le régime de Laurent Gbagbo et le RHDP, une communication vis-à-vis de ce qui s'était passé ce jour-là? Il n'y avait pas d'échange parce que ce ministre de l'Intérieur n'était pas reconnu par nous au niveau du RHDP. D'accord. Alors nous allons laisser ce vidéo de côté et je vais vous demander, monsieur le témoin, est-ce que vous étiez au courant de rassemblements tenus par le camp présidentiel en décembre-janvier, donc après le résultat des élections? Il y a eu plusieurs rassemblements et je ne peux pas vous dire lequel, je ne peux pas savoir de quoi vous parlez. Mais je sais que le camp présidentiel a eu plusieurs rassemblements. D'accord. Alors, sans trop vous guider dans vos réponses, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement lesquels rassemblements vous étiez au courant? Vous êtes au mois de janvier. Décembre, janvier, donc après les élections, les semaines et les mois, les 2 mois qui suivent, durant cette période. Maître Vognon. Oui. Confrère, désolé. Monsieur le Président, c'est pour la précision de la transcription. On parle de camp présidentiel. Je voudrais qu'on situe, parce que puisqu'on parle de bicéphalisme à l'époque, je ne sais plus de quel camp présidentiel. Si on pouvait clarifier la question pour qu'on sache de quel camp présidentiel. Oui, alors je clarifie que je parle du camp du régime de Laurent Gbagbo. Je sais qu'il y a eu des rassemblements, mais je ne peux pas vous en citer un. D'accord. Excuse me, have you... Le président, monsieur le témoin, avez-vous jamais été présent lors de l'un de ces meetings ou du camp de monsieur Gbagbo? D'approcher ceux qui organisaient ces rassemblements parce que nous risquons notre vie. Et pouvez-vous développer là-dessus, lorsque vous dites que vous risquez votre vie, sur la base de quelle information est-ce que vous dites que vous risquez vos vies? On risquait notre vie parce que, comme le ministre l'a dit, on était considérés comme des rebelles. Et à cette période, il n'était pas bon de se promener dans la rue d'Abidjan. Ah oui, on me demande de clarifier. Maître André. Oui, monsieur le président, c'est pas pour faire une objection, confrère, juste parce que on va revenir. Microphone, microphone. Microphone, s'il vous plaît, microphone, nous ne pouvons pas vous entendre. Script en français. Page 69, ligne 10. Je ne voudrais pas attendre demain. Page 69, ligne 10, transcript en français. Nous avons tous entendu ici le témoin dire: Soro Guillaume décide alors de prendre ses responsabilités en prenant possession de la RTI. Ce n'est pas ce qui est retranscrit ici. C'est bien noté. Okay. On demandera aussi aux sténographes de revenir là-dessus pour clarifier. Oui, monsieur Nguessan, dans votre réponse juste maintenant, vous avez dit « on risquait notre vie » parce que, comme le ministre l'a dit, on était considérés comme des rebelles. Une simple clarification, lorsque vous dites « on », de qui parlez-vous? C'est les militants proches du RHDP. Très bien. J'aimerais vous présenter un enregistrement vidéo qui a été enregistré le 15 janvier 2011. Le IRN, c'est le CIV OTP 0022 0507. C'est la liste, sur notre liste, le numéro 114. Pour les interprètes, les notes sténographiques, CIV OTP 0053 0005. Et nous commençons à la ligne 8.
Et si on peut avoir le plancher de la part du greffe, s'il vous plaît. Ah oui, on me demande de donner aussi le temps, c'est à partir de 24 secondes de cette vidéo. On peut la jouer maintenant. Oui. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les élus nationaux et locaux, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et chefs de service ici présents, messieurs les vice-présidents du CNRD, mesdames et messieurs les chefs de parti, les représentants des mouvements et associations de soutien au président Laurent Gbagbo, honorables chefs traditionnels, distingués chefs religieux, mesdames et messieurs les membres de la majorité présidentielle, chers invités, mesdames et messieurs de la presse, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer et je voudrais vous remercier pour votre présence nombreuse ce matin. Mais je voudrais saluer particulièrement les forces de défense et de sécurité. Et je voudrais vous féliciter pour avoir couru dans la salle avec le drapeau, malgré votre uniforme. Je voudrais saluer particulièrement les membres du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire qui ont eu le courage d'assumer leurs responsabilités historiques, malgré les pressions, malgré les intimidations. Je voudrais vous saluer, vous tous, merveilleux peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer les femmes. Je voulais saluer les jeunes. Je voulais saluer Madame Brogrébé. Et je voudrais saluer Monsieur Brégoudé. Je voudrais saluer les artistes. Tous les artistes. Et je voudrais saluer Dieu et sa merveilleuse fidélité pour notre nation. Le chef de la rébellion, comme vous ne voulez pas qu'on dise son nom, je vous propose qu'on appelle le chef bandit. Et chaque fois que je dirai le chef bandit, vous saurez de qui nous parlons. Il était un jour un chef bandit. Il est arrivé dans notre pays dans les années 90, fin 89, début 90. Quand il a vu ce pays, ce merveilleux pays, ce magnifique pays, ce riche pays, cette bénédiction de Dieu dans le monde,
il a décidé tout simplement de faire une OPA sur ce pays. Il a essayé d'abord de se faire adopter. Et puis après, il a décidé que c'était trop compliqué. Il faut même qu'il proclame qu'il est ivoirien. Alors, il a changé de mère. Il a changé de lieu de naissance. Il a changé d'âge. Il a changé de jour de naissance. Et puis il a vu que ça n'était pas suffisant. Alors le chef bandit s'est dit, allons nous allier à d'autres forts comme nous, plus forts que nous. Et puis nous reviendrons, et nous effrayerons, et nous massacrerons, et nous tuerons, et nous terroriserons. Alors, Monsieur le témoin, je pense que vous avez reconnu la personne à l'écran. Je pense qu'on a même vu son nom. Oui, c'est Madame Simone Gbagbo. Est-ce que ce discours, vous l'aviez vu à l'époque? Est-ce qu'il était connu? Ce discours était connu. Est-ce que vous avez reconnu l'endroit où se tenait? C'est au Palais de la Culture à Trècheville. Et est-ce que, lorsque je vous ai dit que l'enregistrement était le 15 janvier 2011, est-ce qu'à l'époque vous l'aviez vu? Nous en avons vu des extraits à la télévision. Tout d'abord, lorsque le terme chef bandit avait été utilisé, est-ce qu'il était possible de comprendre à qui elle faisait référence? Elle faisait naturellement allusion Monsieur le à Président. Alassane Ouattara. Mr. President. Monsieur le Président, excuse. On présente le discours de Mme Gbagbo qui emploie des termes, qui dit beaucoup de choses. Il n'est pas l'auteur du discours. On lui demande de faire une déduction. Monsieur le Président, on lui demande de faire une déduction. Je pense que ce ne sont pas des faits et qu'il n'est pas l'auteur du discours. On ne peut pas poser cette question-là au témoin. Yes, but it can be put what he. Le président, on peut lui demander ce que lui en pense et non pas ce qu'en pense la communauté. On peut lui demander quelle est sa perception personnelle. Et il n'est pas là pour interpréter les impressions de tous les Ivoiriens. Monsieur le témoin, je pense que vous avez répondu, mais ça n'a pas été enregistré dans les notes sténographiques. Pouvez-vous répéter votre réponse? Je dis que j'ai reconnu Madame Gbagbo et que nous avons eu à avoir quelques extraits de son intervention qui s'est tenue au Palais de la Culture à Trècheville. Pardon, ça on l'avait reçu. C'était votre dernière réponse, à savoir à qui on faisait référence lorsqu'on parlait de chef bandit. Elle faisait référence à Alassane Ouattara. Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Parce qu'en Côte d'Ivoire, Alassane est arrivé dans les années 89. Il a été Premier ministre et il y a eu un long débat sur sa filiation. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, au sein du camp présidentiel du régime de Laurent Gbagbo, savez-vous quel rôle avait Madame Gbagbo? Le thème camp présidentiel de M. Gbagbo me gêne, en ce sens que depuis l'élection, le véritable camp présidentiel, c'était le camp de Alassane Ouattara. Donc, je reformule. May I say? Le président,
Permettez-moi de dire ceci. Monsieur le témoin, vous n'êtes pas ici pour faire de polémique, pour nous parler de la manière dont vous avez interprété les choses. Dites simplement aux témoins, aux procureurs, ceux qui souhaitent entendre, enfin, les réponses qu'ils souhaitent avoir. Nous ne sommes pas ici pour faire de la politique, nous nous intéressons uniquement aux faits. Alors, pouvez-vous répondre à la question précise? Quel rôle jouait Mme Gbagbo au sein du régime de Laurent Gbagbo? Madame Gbagbo était le numéro 1 du CNRD, qui était un mouvement politique qui alliait l'ensemble des pro-Gbagbo, des partis politiques et mouvements qui étaient pour le président Gbagbo. Excuse me, one question. Le président, un instant. Est-ce que vous connaissez Madame Gbagbo? Est-ce que vous l'avez connue personnellement? J'ai eu l'occasion de la connaître personnellement. So, Le président. Donc, lorsque vous dites tout ce que vous dites, comment le savez-vous? how do you know? Comment est-ce que vous avez ces connaissances? D'abord, avant la crise post-électorale, du moins avant même cette période, Mme Gbagbo était une militante très active du Front populaire ivoirien, donc elle était connue de l'ensemble des Ivoiriens. Par la suite, elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale quand elle a été élue députée, donc on la connaissait. Un peu plus tard, par les liens de famille et de mariage, j'ai eu à demander la main de la fille de M. Gbagbo et de Mme Gbagbo pour mon neveu. Et le mariage traditionnel s'est passé chez eux, le mariage civil aussi. Donc ça veut dire que c'est une personne que je connais personnellement. Yes. Le président, c'est bon à savoir, merci. Monsieur le procureur. Monsieur Dermidjian, merci Monsieur le président. Nous venons de voir deux vidéos. La première du ministre de l'Intérieur qui parle des rebelles du RHDP. Maintenant, nous avons vu ce discours de Mme Gbagbo qui parle du chef bandit. Est-ce que l'utilisation de ces termes, à l'époque, avait des conséquences pour vous au sein de l'opposition du RHDP? En vue d'éviter de faire un commentaire, sachez que ce genre d'expression prépare les esprits à nous faire passer pour des rebelles et des traîtres à la nation. Très bien. Monsieur Nguessan, tout à l'heure, vous avez commencé à nous parler des événements du 8 avril. Alors, j'aimerais qu'on y aille maintenant. Avant qu'on rentre dans les détails du 8 avril, est-ce que vous pouvez nous donner à peu près la date du commencement de la bataille d'Abidjan, de mémoire? De mémoire, je dirais que les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont été installées début mars. Et face au refus de M. Gbagbo de céder le pouvoir, la France, sous mandat de onusien, a reçu pour mission de le dégager. Ça, c'est un événement important. C'est comme ça que la bataille a commencé. En ce qui concerne le 8 avril, je vous avais dit tantôt que la bataille qui faisait rage à Abidjan nous avait privés d'électricité dans certains quartiers. Donc, le 8 avril au matin, je suis allé rendre visite à ma famille pour mettre en charge mes téléphones portables. Après avoir rendu visite à mon petit frère à Labra, je suis allé
voir le Premier ministre Charles Konan Banny, l'ancien Premier ministre. J'ai passé un moment et par la suite, je me suis rendu au domicile de ma mère parce qu'il y avait un regroupement de presque toute la famille au quartier Riviera Les Rosiers. C'est sur le chemin de retour que je suis tombé sur des soldats. Et à peine on est arrivé sur eux, mon aide de camp, au moment où on lui demandait qui est dans ce cortège de 2 voitures, il est sorti et il a dit « C'est le ministre Joël Nguessan, conseiller du président Alassane Ouattara ». C'est ce qu'il ne fallait pas dire. Sur ces entrefaits, mes 4 collaborateurs, 2 chauffeurs et 2 aides de camp ont été abattus. Je n'ai eu la vie sauve que parce que dans l'un des camions qui était là, il y avait plusieurs 4x4, un camion de transport de troupes. L'un des camions transportait mon neveu Stéphane Kipré, qui a demandé à ce qu'on ne me fasse rien. C'est comme ça qu'on m'a pris et qu'on m'a amené au palais présidentiel à Cocody, au domicile occupé par le président Laurent Gbagbo. Sur place, après quelques actes de maltraitance, Madame la Première Dame, à la demande de mon neveu, a demandé à ce qu'on me fasse partie de ces lieux. C'est ainsi que j'ai été amené chez le ministre Jean Banny, l'aîné de l'ex-premier ministre, où j'ai passé la nuit. Le lendemain matin, mon neveu est venu avec l'artiste musicien Gadji Seli pour venir me chercher. Ils sont venus me prendre chez Jean Banny et ils m'ont conduit à Alabra chez mon petit frère. De là, j'ai passé la nuit et le lendemain, mon petit frère m'a déposé chez le Premier ministre Charles Konan Banny et c'est de là-bas que j'ai suivi tous les combats qui ont vu la chute du président Laurent Gbagbo. Merci, monsieur le témoin. Alors, si nous revenons au 8 avril, est-ce que vous pouvez nous dire, lorsque vous arrivez nez à nez avec les combattants que vous avez expliqués, est-ce que vous pouvez nous expliquer la scène un petit peu? Quel genre d'individu était à cet endroit? Il y avait un à 2 camions de transport de troupes, des véhicules 4x4, genre pick-up, sur lesquels étaient montées des armes lourdes. C'est ce que nous avons trouvé sur place. Il faut dire que cet endroit est une pente montante. Donc, quand nous avons amorcé la pente, on ne savait pas ce qu'il y avait devant nous. Donc, c'est par surprise que nous sommes tombés sur ces soldats, qui sont des soldats pro-Gbagbo. Combien de soldats y avait-il à peu près? Je ne saurais vous le dire, mais quand on parle de camions de transport de tout, c'est au minimum une soixantaine de personnes. Est-ce que vous avez vu comment ils étaient équipés? Je vous l'ai dit tantôt, ils étaient équipés de mitraillettes, d'armes lourdes montées sur des 4x4 pick-up et des pistolets. Y avait-il seulement des militaires ou y avait-il aussi des civils parmi eux? Il y avait un civil du nom de Sidiki Bakaba. Pouvez-vous nous dire qui est M. Bakaba? M. Sidiki Bakaba est un cinéaste ivoirien qui a eu à tourner plusieurs films.
Est-ce que vous le connaissiez avant cet incident? Non, je ne le connaissais pas en dehors des moments où nous avions besoin d'emprunter le palais de la culture parce qu'il était le responsable de ce palais de la culture. Est-ce que M. Bakaba était un personnage connu? C'est un personnage connu. Les soldats auxquels vous avez fait face, est-ce que vous avez réussi à savoir de quelle unité s'agissait-il? Sur le coup, je n'ai pas su. C'est seulement un de mes gardes qui a été abattu, qui m'a dit, Monsieur le ministre, c'est le commandant CKCK, ce fameux commandant qu'on dit être à la tête des escadrons de la mort. C'est en ce moment-là que j'ai rencontré pour la première fois ce commandant. Alors, pouvez-vous nous dire qui entra en contact en premier avec ces militaires? Vous nous avez dit tout à l'heure qu'un échange a eu lieu. Qui était le premier à rentrer à Il contact? s'appelle Arsène Yapo. C'était mon aide de camp. Est-ce que vous avez eu un échange avec ce commandant CKCK? Oui. Quand mon chauffeur, celui qui me servait de chauffeur ce jour-là, m'a dévoilé qu'il savait du commandant CKCK, il est venu vers moi. Et il a posé la question de savoir qui êtes-vous? Le réflexe que j'ai eu, c'est de lui dire je suis le ministre Joël Nguessan, ex-ministre des droits de l'homme de la République de Côte d'Ivoire. Et il m'a demandé d'où venez-vous, où allez-vous? Il dit je suis allé rendre visite à ma sœur à la Palmeraie Les Rosiers, et ma sœur se trouve être la mère de M. Stéphane Kipré, le gendre de M. Gbagbo. Il dit, ben, on va faire une vérification, parce que pour votre information, M. Stéphane Kipré, nous sommes allés le chercher, il est dans un des 4x4 à côté. On va l'appeler pour savoir si effectivement vous êtes son oncle. Et c'est ce qu'il a fait. Dans un premier temps, ça a échoué. Une deuxième fois, ça a marché et il m'a passé Stéphane. Quand il m'a passé Stéphane, Stéphane m'a demandé, mais tonton, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, écoute, nous sommes tombés sur les soldats de CKCK et je suis par terre sur le bitume. Il m'a dit, passe-moi le commandant CKCK. Je le lui ai passé et je n'ai pas entendu leur conversation, mais je devine qu'il a dû demander au commandant CKCK de ne rien me faire. C'est comme ça que le commandant CKCK m'a poussé dans la voiture dans laquelle se trouvait Stéphane Kipré pour me prendre et aller au palais présidentiel. Sorry, can I just have a clarification? Désolé, puis-je avoir une clarification, s'il vous plaît? Le témoin a dit c'est l'ex-CKCK qui était le leader et ensuite le transcript n'a plus fonctionné. Alors je sais que je voudrais juste vérifier parce que je ne voudrais savoir pour tout ce CKCK ce qui a été dit. Which line are you looking at? Sir? Monsieur Desmédian, de quelle ligne parlez-vous, s'il vous plaît? Quelle page? Quelle ligne? Le président, oui, s'il vous plaît. Nous, on lit l'anglais, hein, dit le président, monsieur Desmédian. Mais moi, je surveille les deux transcripts à la fois. Le président, page 83, ligne 7. Ou ligne 5, peut-être. Et vous avez un échange avec le commandant du CKCK? Non, je retrouve mieux. Non, voilà, en fait, c'est 82. Donc, c'est de
du célèbre commandant des CKCK qui est censé être le chef de l'escadron de la mort. Enfin, ça, je m'en souviens de tête. Hein. Enfin, c'était dit en français quand même, hein, dit le président. Enfin, c'est clarifié maintenant, je pense. Maître Rocher, qu'en pensez-vous? Maître Rocher, ça va, parfait. Le président, très bien. Vous pouvez reprendre, monsieur Demédian. Pendant la période que vous nous avez décrit, monsieur Nguessan, que faisait monsieur Sidiki Bakaba? L'activité de M. Sidiki Bakaba de manière officielle, c'est qu'il était le directeur du Palais de la Culture. Mais au moment où les événements se sont produits, il filmait tout ce qui se passait. Parce que le commandant CKCK, à un moment donné, lui a dit « Chef, venez faire votre travail. » Le président, oui, enfin, l'enregistrement. Il faut, c'est filmé, hein, filmé, parce qu'en anglais, le mot shooting veut dire à la fois filmer et à la fois tirer sur quelqu'un. Donc, faites attention, hein. Monsieur Demédian, oui, oui, je fais attention. Enfin, j'attends la transcription française, qui n'est pas encore affichée, mais je garde cela à l'esprit. Le président, oui, c'est pour clarifier les choses, parce que dans 3 ans, allons savoir. Monsieur Demédian, j'entends bien. Est-ce qu'il était en train... Il a filmé. Filmé, d'accord. Au moment où le commandant CKCK m'a demandé de me lever pour aller à la voiture, CKCK lui a dit « Chef, faites votre travail. » Et il a pris sa caméra et il a commencé à me filmer au moment où j'avançais. Mais fait remarquable, c'est que quand nous sommes tombés sur ces soldats, le premier à avoir été abattu, c'est un de mes aides de camp, il s'appelle Traoré. Le second, c'est Kone Yapouga. Et Traoré a vu sa tête, ils ont explosé sa tête. Et Sidiki Bakaba est venu avec la caméra et il a prononcé cette phrase. Quelle belle patate en filmant. Par la suite, les 2 autres ont été abattus. Une fois que vous êtes monté à bord du 4x4, est-ce que M. Bakaba vous a dit quelque chose ou... Oui, il est venu vers moi. Au moment où je montais dans la voiture, il a dit au commandant CKCK, « Mon commandant, ne le laissez pas partir parce qu'il est témoin de trop de choses. » Il a sorti son pistolet pour un civil. Et Stéphane Kipré lui a dit, « Chef, le commandant a dit de ne rien lui faire. Pardon, ne lui fais rien. » C'est mon oncle. Et il a rabaissé son pistolet qu'il avait mis sur ma tempe. Avant de partir, vous étiez dans le 4x4, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que vous avez vu ce que faisaient les hommes de CKCK? Ils se battaient contre des éléments des FRC qui étaient un peu plus en haut. Ils se battaient contre ceux-là. Et j'ai vu distinctement M. CKCK sortir de son véhicule. Et c'est là que je vais apprendre pour la première fois ce que c'est qu'un RPG. Demander à ces éléments de lui envoyer un RPG. Il a pris l'arme, il s'est mis à genoux, il a tiré sur les combattants qui étaient de l'autre côté. C'est après ça qu'ils m'ont emporté pour le palais présidentiel. Le palais présidentiel, vous nous avez dit tout à l'heure, c'était la résidence du président, est-ce bien cela? Oui, c'est la résidence du président Laurent Gbagbo. Avec combien de voitures est-ce que vous étiez escorté vers la résidence? C'était d'abord tout le cortège du commandant CKCK, mais comme mes 2 chauffeurs avaient été abattus,
ne sachant pas conduire, n'ayant jamais conduit de ma vie, vu mon état de personne handicapée. Les soldats de CKCK ont pris le contrôle, le volant de mes deux voitures. J'avais une Mercedes et la voiture de fonction de mon épouse. Et ce sont avec ces deux véhicules que nous sommes arrivés au palais. Ceci étant dit, je n'étais pas dans ma voiture à moi. J'étais dans le 4x4 à côté de Stéphane Kipré. Excuse me. Président, oui. Qu'est-ce qu'un RPG, dit le président? Qu'est-ce qu'un RPG? À quoi correspond ce sigle RPG? Je ne pourrais vous répondre. J'ai entendu l'expression de la bouche du commandant CKCK. C'est l'arme que vous nous avez expliquée il y a un instant, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez vu l'utilisation même de cette arme? Je l'ai vu prendre l'arme, mettre un obus, se mettre à genoux et puis déclencher. That's satisfying. Okay, thank you. Président, êtes-vous satisfait, Monsieur le Président? Le Président, très bien. Et quelle heure à peu près à ce moment-là? Nous sommes arrivés à la résidence vers 17 h par là. Et lorsque vous arrivez à la présidence, où est-ce qu'on vous emmène? Arrivé à la résidence, on m'amène derrière la résidence. Derrière où j'ai pu observer qu'il y avait beaucoup de soldats. Et quand on est arrivé, Stéphane Kipré a sauté des voitures et il m'a dit, tonton, ne bouge pas. Il est rentré à la résidence et les soldats qui étaient là m'ont vu et m'ont reconnu. Ils m'ont tiré du véhicule et m'ont mis par terre. Alors, M. Kipré vous demande d'attendre, les soldats vous mettent par terre. Est-ce que vous avez un entretien avec ces soldats ou un Non. échange? Non, pas d'entretien, pas d'échange. La seule chose, c'est qu'au bout de quelques minutes, il y a un monsieur qui vient, il me demande mon porte-monnaie et il commence par remplir une fiche sur mon identité, tous les éléments qu'il y avait dans mon porte-monnaie. Est-ce qu'à un moment... Excuse me again. But Non, désolé d'interrompre à nouveau. Ici, en anglais, il est écrit, ils m'ont sorti du véhicule, ils m'ont mis à terre, et ils m'ont jeté à terre, ils vous ont mis à terre ou jeté à terre? Enfin, en anglais, je ne sais plus si vous avez été mis à terre ou jeté à terre. Monsieur Demijohn, je n'ai pas dit jeter, mais je vais clarifier. Le président, très bien, allez-y. vous a remis une Bible. Oui. Une fois qu'ils ont pris mon comment on appelle ça, mon porte-monnaie, et pendant qu'ils me menaçaient, il y a un monsieur qui est arrivé. Apparemment, ce serait un gradé, et qui est venu, qui a dit ceci. Il a menacé tous les soldats qui étaient là. Il leur a dit, ce monsieur est sous la protection du Très-Haut. Je vous interdis de le toucher. Après avoir dit ça, il est parti chercher de l'eau. Il m'a dit, monsieur le ministre, buvez. J'ai bu. Et ce monsieur m'a relevé des terres. Il m'a fait asseoir sur un banc. C'est en ce moment-là qu'un des soldats qui était là est venu me voir pour me dire, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes chrétien? J'ai dit oui. Il dit bien, tenez cette Bible, lisez-la, parce que c'est la première fois
qu'on voit le commandant CKCK revenir avec quelqu'un qui, apparemment, serait un prisonnier. Lisez votre Bible. Est-ce que vous avez appris pourquoi CKCK vous a épargné ce jour-là? C'est à la demande de mon neveu qu'il m'a épargné. Pendant le temps que vous étiez à la résidence, est-ce que vous avez vu des personnages ou des politiciens? Oui. Il faut dire que quand on m'a jeté par terre, c'est une salle qui est attenante à un grand hall. Là, j'ai clairement vu le gouverneur de la BCAO de l'époque. J'ai vu M. Aboudraman Sangaré. Mais eux tous me connaissent. Mais le premier réflexe qu'ils ont eu, quand ils m'ont vu par terre, c'est qu'ils sont tous rentrés à l'intérieur de la maison. Ils sont tous partis. Même l'épouse de Stéphane Kipré a jeté un regard vers moi et elle est rentrée immédiatement. À un moment donné, j'ai vu un petit mouvement de foule, des gens bougeaient et on m'a mis dans une salle, une petite salle. Pour avoir eu des rencontres, je dirais, politiques, ou bien de certaines réunions dans cette résidence, puisque des fois le président Gbagbo recevait l'opposition, cette salle est attenante à la salle de réunion. Quelques minutes après, M. Stéphane Kipré est revenu, il m'a dit « Tonton, je suis en train de négocier ton départ parce que tu ne dois pas rester ici. » Mais il s'est fait un peu tard. Le président Alassane Ouattara ayant déclenché le couvre-feu, les gens qui doivent te déposer dans ton quartier de l'autre côté ne veulent pas prendre le risque. Alors trouve-nous un endroit où on peut te déposer non loin du palais. Je n'avais plus de téléphone portable. Mais il y a un numéro que j'ai toujours gardé en tête. C'était le numéro du Premier ministre Charles Bani. Donc j'ai dit à Stéphane, compose-moi ce numéro. Je dois dire que le matin, l'une des personnalités à qui j'avais rendu visite, c'était le Premier ministre Charles Bani. Donc, il compose le numéro, je tombe sur lui, je lui dis, tonton, est-ce que le ministre Jean Bani est à Abidjan? Le ministre Jean Bani, c'est l'aîné du premier ministre Charles Bani. Et il avait sa maison à quelques 300-400 mètres du palais présidentiel. Puisque on ne pouvait pas me faire sortir de ces périmètres à cause du couvre-feu, j'ai demandé au premier ministre Bani, est-ce qu'il est à Abidjan? Il m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas lui dire. Je lui ai même dit, tonton, je te demande de ne pas poser des questions. Demande seulement si tonton Jean Bani est en place. Et c'est ce qu'il a fait. Quelques minutes après, Stéphane l'a rappelé, il a confirmé. C'est comme ça. Quand Stéphane est venu me trouver pour me dire que la première dame a donné des instructions pour qu'on te dépose à l'endroit de ton choix, j'ai donc dit, ok, qu'on me dépose chez Jean Bani. Qu'est-ce que vous venez de dire que la première dame a donné des instructions. Vous pouvez juste clarifier ce point-là? Oui, c'est Stéphane qui est venu me trouver pendant que j'étais dans la petite salle pour me dire, je viens de voir la première dame. Elle a donné des instructions pour qu'on te dépose chez
à l'endroit de ton choix. Et comme tu dis que le ministre Jean Bani est là, on va te déposer à cet endroit. Il y a un instant, lorsque je vous ai demandé si vous avez vu des personnages politiques, vous avez mentionné M. Aboudraman Sangaré. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire de qui il s'agit? M. Aboudraman Sangaré a été l'un des principaux dirigeants du Front populaire ivoirien. Et avant cette crise, il était l'inspecteur général d'État. Après, je crois avoir été ministre des Affaires étrangères. Dakouri était le gouverneur de la BCEAO. Et je voudrais préciser que quand j'étais dans la petite salle, il y a Mme Broglebé qui est venue me voir. Le pasteur Adjenzi qui est aussi venu. Et une dame, Mme Yeyiri. Et les trois sont venus me voir pour que nous prions ensemble. À la fin de quelques minutes de prière, Mme Broglebé m'a dit ceci. Monsieur le ministre, vous êtes du camp de Ouattara, moi je suis du camp de Gbagbo Laurent. Franchement, je souhaite que les deux se parlent pour qu'on ne vive pas ce que nous sommes en train de vivre. Je lui ai dit, si, en sortant d'ici, j'ai l'occasion de rencontrer le président Alassane Ouattara, parce que pour votre information, le président Alassane Ouattara était au Golfe et nous on était au dehors. Il dit, si j'ai l'occasion de le rencontrer, je lui transmettrai ton message. Très bien. Et finalement, vous êtes arrivé chez M. Jean Bani? Vers 21h par là. Et comment est-ce que vous y êtes arrivé? Bien. C'est un des soldats du commandant Seka Seka qui a pris ma Mercedes, qui m'a mis par derrière, sur la banquette arrière. Et le commandant Seka Seka lui-même conduisait un pick-up sur lequel était montée une arme lourde devant. Du moins, il était avec un de ses soldats. Ils avaient un pick-up sur lequel était montée une arme lourde. Et derrière ma Mercedes, il y avait aussi un pick-up. Je rappelle que c'était la période où il y avait le couvre-feu. Arrivé au domicile du ministre Jean Bani, le commandant Seka Seka s'est adressé à moi et il m'a dit, Monsieur le ministre, à partir d'une certaine heure, nous ne sommes pas autorisés à rentrer dans les domiciles privés. Aussi, donnez-nous le numéro de téléphone du ministre Bani pour que un de ses chauffeurs vienne prendre votre voiture en vue de rentrer dans la maison. C'est ce que j'ai fait. Quelques minutes après, le chauffeur de Jean Bani est venu. Celui qui me servait de chauffeur, le soldat qui me servait, a cédé la place. Il a pris la voiture. Et au moment de partir, le commandant Seka Seka est venu vers moi. Il s'est mis au garde à vous. Et il m'a dit, Monsieur le ministre, vous direz au président Alassane Ouattara que vous m'avez vu et vous êtes encore en vie. Je lui ai dit, si j'ai l'occasion de le rencontrer, je lui passerai votre message. Vous avez dit tout à l'heure que le lendemain matin, vous avez revu votre neveu. Oui. J'ai bien raison. Avant d'y aller, donc il s'agit là de M. Kipré, n'est-ce pas? Kipré Stéphane. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelle est votre relation? Comment est-ce que vous êtes reliés de parenté? Stéphane Kipré est le fils de ma petite sœur,
Je suis d'une fratrie de 8 personnes. Et celle qui me suit directement s'appelle Nguessan Akissi Odette. Moi, je m'appelle Nguessan Kwadio Joël. Et son fils aîné, c'est M. Stéphane Kipré. Et M. Kipré, à cette époque, est-ce qu'il avait un rôle ou... Il avait déjà créé son parti qu'on appelle l'UNG, l'Union des Nouvelles Générations. Est-ce que ce parti est toujours en existence? Oui. Ce parti existe toujours. Et est-ce que M. Kipré a toujours un rôle au sein de ce parti? M. Kipré est en exil. Et savez-vous où? Je ne saurais vous le dire. Notre dernière rencontre date du jour où il m'a déposé chez mon petit frère à Labra, en me disant « Tonton, c'était moi. Depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revu. » D'accord. Et savez-vous si depuis son exil, il a toujours un rôle au sein de l'UNG? Je ne peux pas vous le dire parce que je ne fais pas partie de l'UNG. Très bien. Alors, j'ai 2 ou 3 dernières questions, monsieur le témoin. Quel a été le sort du corps de vos assistants, de vos collaborateurs? Donc, ils ont été tués le 8, le 10, 8, 9, 10. J'étais chez le Premier ministre Bani. Et c'est après, le 11 avril, que mon épouse, sur mes indications, a pu appeler les gens de Interfu pour qu'on aille ramasser leurs restes. Je m'explique. À cette période, les services des pompes funèbres ne pouvaient pas circuler dans la ville d'Abidjan. Donc les corps qui étaient en putréfaction étaient brûlés. Et tel que je le lui ai indiqué, elle a pu faire venir les pompes funèbres, Interfu, pour venir prendre ce qui restait de mes gars tués. Et monsieur le témoin, est-ce que donc cette tuerie a fait l'objet d'enquêtes et de procès en Côte d'Ivoire? Oui. Après ces tristes événements, d'abord j'ai été entendu à plusieurs reprises. Il y avait la commission spéciale d'enquête, la commission nationale d'enquête, vos services qui ont tenu à savoir ce qui se passait, ce qui s'était passé. Je l'ai raconté dans les moins petits détails. Et il y a de cela quelques mois, il y a eu un procès. Et ce procès aboutit à la condamnation ferme du commandant Seka pour une période de 20 ans. Merci, monsieur le témoin. Cela complète mes questions. Je vous remercie de votre patience. Your Honors, this completes my examination in chief. Monsieur Darmidjan, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions à poser. Je n'ai pas terminé mon interrogatoire principal. Le Président, bien, il nous reste à peu près un peu moins de 30 minutes. Nous pourrions commencer par des questions introductives. J'imagine que vous avez des questions d'ordre général avant d'entrer dans le vif du sujet. Je m'adresse à vous, Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, j'ai des questions. Ici, nous allons nous succéder, Maître Hochet. Moi, je vais commencer par des questions pour clarifier quelques points, assez brièvement, et ensuite, Monsieur Hochet prendra la suite. Mes questions suivent une certaine logique, qui est la logique de mon interrogatoire, et elle ne commence pas nécessairement par des questions d'ordre général. Mais je peux commencer tout de suite, si vous le souhaitez.
Well, I think in half. Le président, je pense qu'en 30 minutes, il est possible de commencer. Bien. Donc si vous êtes prêts, je m'en réjouis. Allez-y. Thank you. Now, Mr. Witness, now it's time for the defense. Le président, monsieur le témoin, c'est la défense de monsieur Gbagbo qui commencera à vous interroger maintenant. Après quoi, ça sera la défense de monsieur Blé Goudé qui vous interrogera. Maître Altit sera le premier à vous poser des questions. Nous siégerons encore pendant 30 minutes et nous reprendrons demain au même rythme qu'aujourd'hui. Maître Altit, vous avez la parole. Et à nouveau, je vous demande de ralentir votre débit et de garder à l'esprit le fait que nous avons une interprétation en même temps et une sténotypie. Et permettez-leur de faire leur travail convenablement. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Nguessan. Bonjour. Je m'adresse une seconde, si vous permettez, Monsieur le Président, et si vous permettez, Monsieur Nguessan, au greffe. Est-ce que quand je tourne le visage vers le témoin, on m'entend? Parce qu'en général, on me met le micro par là. Est-ce que vous m'entendez? Bon, très bien. Monsieur Nguessan. Oui. Mon nom est Emmanuel Altit et je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. Je vais vous poser quelques questions portant sur ce que vous nous avez dit hier et aujourd'hui. Et puis, Monsieur Hochet prendra la suite et vous posera lui aussi les questions. Merci. De manière à aller vite et d'essayer de comprendre les choses dans leur déroulé et d'essayer de comprendre les choses de façon synthétique, je vous demanderai de répondre à mes questions succinctement, brièvement, mais précisément, et de ne pas répéter ce que vous avez déjà dit, parce que ce que vous avez déjà dit, nous l'avons dans ce que nous appelons nos transcrits, c'est-à-dire le détail précis de tout ce que vous avez pu dire. Est-ce que c'est clair? Je le crois. Merci. Alors, vous avez dit à l'instant que l'événement dont vous nous parliez à la toute fin de votre interrogatoire avait fait l'objet d'enquête et vous avez répondu au procureur, notamment par vos services. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est cette enquête menée par les services du procureur? Avant que je ne sois amené à décider de venir témoigner, les éléments de la Cour pénale, déjà dès le mois de septembre 2011, se sont rendus à Abidjan et ont tenu à ce que je leur raconte ce que j'avais personnellement vécu. Donc, je ne peux pas vous dire quelle est la nature des services parce que je ne connais pas l'organigramme de la Cour pénale internationale. Mais toujours est-il qu'ils se sont rendus à Abidjan et ils m'ont entendu. Dès septembre 2011, c'est bien ça, hein, j'ai bien compris. Oui. Et ensuite, vous les avez revus, j'imagine, combien de fois? Disons à peu près 3 fois. La dernière fois, c'était pour qu'il m'explique un peu la configuration de la Cour pénale, le bâtiment, comment il se présente, en me disant, certainement,
Monsieur le ministre, vous allez être amené à aller témoigner. Donc, voici les différentes étapes que vont suivre votre témoignage. C'était quand? Je ne peux pas vous donner une date précise. À peu près? Non. Il y a plusieurs mois, plusieurs années? On est en 2016. Disons, il y a peut-être un peu plus d'1 an et demi. C'est tout ce que je peux dire. Mais je ne peux pas vous donner une date exacte. Sans nous donner de date exacte, une période nous suffirait. Donc c'était là votre dernière rencontre avec les représentants du procureur, il y a environ 1 an et demi, c'est cela? Ce qui est sûr, ça a dû se passer certainement en 2015. Très bien. Je vais vous demander, si vous permettez, d'attendre un tout petit peu avant de me répondre, parce que en même temps que je vous parle en français, la traduction a lieu et il y a un très léger moment où nous risquons de parler en même temps. Vous disiez, Monsieur Nguessan, que cet événement dont vous parliez à l'instant avait fait l'objet d'autres enquêtes que celle du procureur de la Cour pénale internationale. Quelles autres enquêtes? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'on peut parler d'enquête? Ça, je me remets à vous. Quand on crée une commission spéciale d'enquête, et il entend des personnes qui ont été témoins. Quand on crée une commission nationale d'enquête, ces deux ont eu à m'entendre. Et mieux, le tribunal militaire d'Abidjan a eu aussi à m'entendre. Du moins le commissaire du gouvernement, M. Ange Kessi. C'est ce que j'appelle d'autres enquêtes. Et c'était quand ça? Écoutez, je vous dis que je ne peux pas vous donner des dates précises. Mais sachez une chose, que pour ce que j'ai vécu, je suis passé au moins devant 5 groupes de personnes qui voulaient m'entendre et avoir des informations précises sur ce qui s'est passé. Vous nous avez dit, toujours à propos de cet incident que vous nous avez rapporté, qu'il y avait des militaires qui se battaient, si j'ai bien compris, vous m'arrêtez si je me trompe, qui se battaient au moment où vous passiez, qui se battaient contre d'autres soldats des FRCI qui étaient positionnés un peu plus loin. J'ai bien compris? C'est bien ça. C'est bien ça. Et ils se battaient avec des armes lourdes. J'ai bien compris? Oui. Et tout cela se passe dans les environs, non pas de la résidence présidentielle, mais du palais présidentiel. J'ai bien compris? Non. Alors dites-moi. Ça s'est passé au quartier qu'on appelle la Djibi, à Angré, très loin de la résidence présidentielle. Et loin ou proche du palais présidentiel? Très loin. Du palais, je parle du palais, pas de la résidence. Ah non, mais très loin encore. Ça veut dire, si vous connaissez la configuration d'Abidjan, vous aurez su que le quartier Angré est un quartier qui est vraiment à l'opposé du palais présidentiel qui, lui, se trouve au plateau. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce que vous pouvez nous aider, parce que nous ne connaissons pas Abidjan aussi bien que vous, naturellement, à situer le lieu de l'incident? Dans quel quartier? Vous venez de nous le dire, mais si l'on s'en tient à des repères simples, dans quel quartier, à quel endroit à peu près de quel bâtiment important? Est-ce que vous pouvez nous dire ça? C'est à côté de la CNPS
du moins des bureaux de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, qui se trouve à la Djibi, en Grès. D'accord. Les troupes des FRCI qui étaient situées à cet endroit-là, vous les aviez vues en allant? Vous les aviez vues en revenant avant de rencontrer les militaires de l'armée? C'est une question. Je ne les ai jamais vus. Par contre, je sais qu'il y a eu des combats, puisque à un moment donné, le commandant CKCK a été obligé de se servir de son RPG pour tirer sur des gens qui étaient de l'autre côté. Donc la situation, au moins dans la zone, était particulièrement dangereuse, volatile, n'est-ce pas? Elle n'était pas volatile, pas du tout, parce qu'à la veille, le président Alassane Ouattara avait déclaré qu'il faisait un blocus sur la résidence du président Gbagbo et qu'il donnait instruction à la gendarmerie et à la police de veiller à la sécurité des populations sur l'ensemble du pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand je partais chez mon jeune frère, il n'y avait aucun incident, il n'y avait aucun combat. D'accord. Vous me pardonnez, Monsieur Nguessan, mais je ne comprends pas exactement ce que vous nous dites là. Vous nous dites, si je vous comprends bien, n'est-ce pas, Monsieur Ouattara avait donné instruction la veille, j'ai bien compris? Oui. Alors pour le transcrit, donc la veille, vous répondez oui, à la gendarmerie et aux forces de défense en général, est-ce que j'ai bien compris? C'est la police et la gendarmerie de maintenir l'ordre dans la ville d'Abidjan. Merci. Mais, et c'est ma question, la police et la gendarmerie, aussi bien les responsables de la police et de la gendarmerie que les unités sur le terrain, ne reconnaissaient-elles pas comme président légitime à l'époque le président Gbagbo? Et par conséquent, quel effet pouvait avoir la déclaration de M. Ouattara? C'est une première question. Ma seconde question, c'est si par hasard vous nous disiez que ça n'avait pas d'effet, pourquoi le mentionner? Bien, tout à l'heure, j'avais commencé par citer une chronologie. Après la nomination du Premier ministre Soro Guillaume, le président Alassane Ouattara a pris par décret la création des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Immédiatement, les principaux responsables, officiers généraux, officiers supérieurs, ont fait allégeance à M. Alassane Ouattara à l'hôtel du Golfe. Donc, vous nous dites, et c'est votre position, que quel jour d'avril les responsables de la police et de la gendarmerie ont fait allégeance à Alassane Ouattara? C'était quel jour? Je ne peux pas vous donner la date exacte, mais les films existent où les officiers généraux sont tous allés au Golfe, les officiers supérieurs, et ils ont fait allégeance. À partir de cet instant, les FRC ainsi que la gendarmerie et la police étaient les seuls éléments qui étaient autorisés à opérer sur le territoire national. Toutes les autres forces étaient des forces illégales. Cette allégeance aurait eu lieu le 8 avril, avant le 8 avril, après le 8 avril? C'est avant le 8 avril. Attendez un tout petit peu avant de répondre. Non, mais c'est un peu compliqué et lourd, mais c'est mieux quand on attend un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup mieux pour les interprètes. Et puis pour nous tous après, parce qu'on voit, on lit mieux ce qui a été dit. Donc, c'était avant le 8 avril, c'est ce que vous nous dites, hein? Je confirme que c'est avant le 8 avril. Et même avant cette allégeance officielle, beaucoup de généraux avaient rejoint l'hôtel du Golfe.
Donc, vous nous parlez des forces de gendarmerie, des forces de police, et je ne me trompe pas, vous avez confirmé qui jusque-là reconnaissait l'autorité du président Gbagbo. Vous confirmez? À partir du moment... Non, non, pardon, je vous pose une question très simple. Je confirme qu'ils ont fait allégeance au président. Si vous permettez, je vais vous reposer ma question, parce qu'elle est simple. Ok. Jusqu'à cette allégeance dont vous parlez, confirmez-vous que la police et la gendarmerie reconnaissaient l'autorité légitime du président Gbagbo? Jusqu'à cette allégeance, c'est ma question. Bien évidemment. Bien évidemment, c'est votre réponse. D'accord. Et vous avez parlé aussi des FRCI, n'est-ce pas? Les trois, FRCI, police et gendarmerie, vous nous avez dit qu'à partir du 8 avril, reconnaissaient l'autorité d'Alassane Ouattara, n'est-ce pas? Je vous informe que les FRCI ont été créés au début du mois de mars. Non, non, si vous permettez, monsieur le témoin. Nous savons un certain nombre de choses. Nous ne savons pas tout. Et nous souhaitons apprendre, et surtout apprendre de personnes comme vous, qui avez vécu beaucoup de choses. Mais s'il vous plaît, répondez à mes questions. Elles sont très simples. Donc, d'autant que vous y avez déjà répondu, je vous demande simplement confirmation. Les FRCI, la police et la gendarmerie, c'est ce que vous nous avez dit, ont reconnu à partir du 8 avril l'autorité d'Alassane Ouattara. C'est ce que vous nous dites? Ce n'est pas à partir du 8 avril. C'est pour ça que je vous ai dit les FRCI ont été créés dès le début du mois de mars. Et ne me faites pas dire autre chose. Alors je pense qu'il y a un malentendu, je vais reformuler. À part les FRCI, la police et la gendarmerie a reconnu à partir du 8 avril l'autorité d'Alassane Ouattara. C'est ce que vous nous dites? Je réfute à partir du 8 avril. À partir de quand alors? C'était avant. D'accord. En mars? Certainement. C'est pour cela que je vous ai dit tantôt que à partir du moment où tant qu'il n'avait pas reconnu l'autorité du président Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara ne pouvait pas leur lancer un message pour demander à ce qu'ils assurent la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ça va de soi. C'est parce qu'il avait déjà fait allégeance que le président, dans son rôle régalien, a pu leur dire, messieurs, je demande à ce qu'on fasse un blocus sur le domicile du président Laurent Gbagbo, police et gendarmerie, assurer la sécurité de toutes les personnes sur l'ensemble du territoire national, principalement à Abidjan. Et qui faisait ce blocus de la résidence du président Gbagbo? C'était les FRCI. Qui étaient les FRCI? Les FRCI, c'est l'armée créée par le président Alassane Ouattara pour faire la jonction entre les forces nouvelles et les FDS. Donc, monsieur, si l'on vous comprend bien, vers le 8 avril à peu près, les FRCI comportant parmi leurs contingents des forces de sécurité, ce qui était avant les FDS, c'est-à-dire en clair l'armée ivoirienne, se serait mise à organiser un blocus autour de la résidence du président Gbagbo. C'est bien ce que vous nous dites? Je vous dis qu'il a été mis en place les forces républicaines de Côte d'Ivoire qui étaient la jonction de ces deux armées. Et ceci à la suite de la décision de Ouaga II, où il était question qu'après, il faille créer une armée républicaine unifiée. M. Ouattara étant le président, il était de son droit de créer ces forces républicaines de Côte d'Ivoire. Toutes les autres forces qui agissaient sur le territoire national étaient des forces illégales. L'unité que vous rencontrez lors de l'incident que vous nous avez décrit, était-ce une unité de l'armée? Le commandant CKCK est un gendarme. Mais en pareille circonstance, il faudra retenir que certaines unités
que je pourrais qualifier de garde prétorienne était resté très fidèle à M. Gbagbo et à son épouse. Donc le commandant Seka faisait, et son unité faisait partie de ceux qui étaient restés fidèles et qui étaient au palais, au palais présidentiel, du moins la résidence présidentielle de Cocody. Monsieur Nguessan, Oui. je vais vous demander de répondre précisément à mes questions, si vous voulez bien. Je vais vous reposer cette question. L'unité, là, dont on parle, était-ce une unité de l'armée? La réponse est simple, c'est oui, c'est non. C'était une unité qui était à la solde du président Gbagbo et de son épouse. Monsieur Nguessan, vous avez vos convictions, vous avez ce que vous avez vécu, et nous respectons ici, sachez-le tous, et vos convictions, et ce que vous avez pu vivre. Nous essayons de comprendre, nous essayons de saisir les tenants et les aboutissants, ce qui pour nous n'est pas facile, parce que nous n'étions pas sur place, vous comprenez. Alors, en ce qui me concerne, j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre. Et pour m'aider, il faut répondre aux questions. Ce sont des questions simples. Oui ou non, cette unité était-elle une unité de l'armée? Quel que soit le jugement, l'opinion que vous portez sur ceux, peut-être dans l'armée, qui soutenaient le président Gbagbo. Oui ou non, était-ce une unité de l'armée? De quelle armée vous parlez-vous? Monsieur Nguessan, nous allons passer à un autre sujet. Monsieur le Président, je vois qu'il nous reste 3 minutes. Le président hors microphone. Oui. Ne pourrions-nous pas arrêter là, ce qui me permettrait de commencer demain avec un angle un peu différent? I think it's, Le président, je pense qu'effectivement le moment est opportun pour lever l'audience. Merci, monsieur le témoin. Nous allons reprendre demain matin à 9h30 avec l'interrogatoire de la défense de monsieur Gbagbo. L'audience est levée. À demain matin. Merci.